On va passer à la deuxième, c'est la troisième, n'est-ce pas? C'est la troisième séance de notre journée d'études. Épistémologie africaine et afro-diasporique, stratégie d'enrichissement intellectuel dans les aires géoculturelles contemporaines, dites francophones et lusophones. C'est ce grand projet qui était créé par notre collègue Soraya Lange à partir de l'Université Bordeaux-Montaigne et qui fait ce tour autour du monde. Et maintenant la journée à Cayenne, à l'Université de Guyane, co-organisée par la très chère collègue et professeure Mylène Danglade sur la proposition, sur le thème les pouvoirs et les métamorphoses des lettres dans l'espace afro-diasporique. Moi, je suis Luana Antunes et je vais présenter les collègues qui participeront de cette séance. Je commence par Nathalie Costa, elle travaille à l'Université fédérale de l'Amapá, au Brésil. Et je fais juste un petit bilan sur son CV, mais Nathalie, tu pourrais te présenter mieux que moi, ok? Bon, elle est docteur à partir du cours de l'Université de l'État de São Paulo, Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus Araraquara, et attends, actuellement, elle est leader du groupe de recherche sur femmes et littérature, Maria Firmina dos Reis, da Unifap, et leader du groupe GRIO, groupe de recherche en littérature postcoloniale, Unesp Araraquara. Elle aussi est membre du groupe de travail de l'association nationale. Bon, un pôle, je ne sais pas que c'est tout ça, mais bon, c'est l'association nationale de littérature, d'études de littérature, les groupes La Femme dans la littérature, critique féministe et études des genres. Un pôle d'abord, c'est une association très réputée au Brésil. Et elle développe un étage postdoctoral à l'Université fédérale de São Paulo, à l'Unifesp, sous la supervision de la professeure Lígia Fonseca Ferreira. Et Nathalie, elle nous présente sa communication sur les thèmes littérature, décolonialité et dialectique radicale afro-brésilienne. Je vais présenter tous les collègues de la table. Après, je vous passe la parole. OK? Il y a aussi notre collègue Wesner Obolo, de l'Université Bordeaux-Montaigne. Wesner, il est doctorant en quatrième année de thèse à l'Université Bordeaux-Montaigne sous la direction du professeur Silver Mimondobari. Il est affilié au laboratoire Les Africains du Monde. Sa thèse s'inscrit en littérature comparée et porte sur l'utopie narrative et l'utopie panafricaine dans les romans et les cinémas de la diaspora subsaharienne. Ses principaux axes de réflexion sont les romans utopie et l'utopie africaine dans les univers médiatiques et culturels. Il nous présentera la communication sur les thèmes, sur les titres, la fonction sociale de l'utopie musique et les expériences culturelles musicales noires.
je passe, c'est Happy Goudou, comme ça? Happy Goudou. Happy Doudou. Voilà. Il est là. Ok, je le vois. Bonjour, les collègues Kofi Happy Goudou. Il est socio-anthropologue, expert en gestion du patrimoine culturel et doctorant en culture et langue régionale sous la direction du professeur Monique Blérat, professeur des Universités de Guyane, et du docteur Charles Ligan, co-directeur, maître de conférences des universités du CAM, euh, à l'université d'Abomey, Calavi, au Bénin, attaché au laboratoire MINEA. Il nous présentera la communication intitulée Les pratiques identitaires post-esclavagistes sur les plateaux de Guyane. Et je vous présente, voilà, en présentiel, notre collègue Mireille Roussakwa Badami. C'est bien? C'est bien ça. Elle est consultante en ingénierie politique et culturelle, personnalité qualifiée des populations amérindiennes du Grand Conseil coutumier, nommé par le ministère des Outre-mer. Madame Mireille Badami est diplômée de la faculté de Guyane avec une spécialisation en langue et culture régionale, docteur en lettres et sciences humaines de l'Université de Guyane. Mireille est chercheuse associée à l'unité de recherche migration, interculturalité et éducation en Amazonie. Et ses travaux portent sur une étude comparative des arts autochtones en perlerie amérindienne. Dans sa thèse, le docteur met en évidence les rapports de la femme amérindienne, Kalina, à cette culture artistique en déclinant les aspects littéraires, philosophiques, anthropologiques, historiques et sociologiques de ce savoir ancestral. Première femme docteur guyanaise d'origine Kalina. Je fais mes efforts. Elle a rendu ses lettres de noblesse à cette pratique ancestrale chargée d'histoire. Elle a écrit plusieurs articles scientifiques, présenté des conférences en Guyane, Canada et Guadeloupe, Art de Guyane, résilience généalogique des prénoms Kalina, narration amérindienne poétique sur Damas, les nouvelles tendances de colonisation et critique culturelle de l'art à travers l'identité amérindienne en acte. L'acte philosophique, scientifique, poétique, artistique amérindien. La perception du carnaval chez les Amérindiens des Kamalakuli, l'Amérindien et son rapport au Touloulou Akamai. Les identités guyanaises, littérature amérindienne, écriture, oralité, discours. Autochtonie et identité locale en Guyane. Elle est auteure d'un premier ouvrage publié en 2020, Kaleda, la jeune fille du Poloma, les rites de passage de jeunes filles amérindiennes, Kalina, à travers lesquels elle tente d'offrir un concept de littérature amérindienne, véritable pensée esthétique amazonienne, qu'elle considère comme un nouveau courant littéraire, artistique, linguistique. Et elle nous présente sa communication intitulée Les populations afro-autochtones et leur métamorphose. Et je vais passer la parole à Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer mon intervention en remerciant les organisateurs de cette journée d'études, et en particulier Soraya et Mylène Danglade pour m'avoir invitée. Merci beaucoup. Et, c'est avec regret que je ne peux pas être physiquement présente à l'Université de Guyane, mais je suis heureuse d'avoir l'occasion d'écouter les interventions de mes collègues et d'échanger avec tous grâce à cette plateforme virtuelle. Je tiens également à exprimer ma joie de retrouver ici Luana Antunes,
qui est une chercheuse sensible, précise, avec qui j'ai eu le bonheur de partager des moments enrichissants durant mes années de licence en lettres, et ça fait longtemps déjà. Donc, ça fait 20 ans, je pense. Bon, Luana, que les vents de notre mère et en sein nous rapprochent toujours davantage sur le chemin de nos parcours académiques. Et sans plus Achei. tarder, sans plus tarder, je voudrais vous prévenir que le titre de mon intervention a été légèrement modifié, d'accord? Je vais donc parler de la production littéraire dans la région des Guyanes. Il s'agira d'une présentation courte euh, parce que il y a à introduire un travail de recherche récemment publié qui est dans l'ouvrage Perspectives interculturelles, discours, langage et pouvoir, dirigé par des professeurs de l'Université fédérale Fluminense au Brésil, mais aussi de l'Université de Lyon. Bon, et dans cette intervention, juste un moment, parce que je ne sais pas comment faire pour passer les slides. La flèche qui est à droite, côté à droite. Ah oui, oui, voilà. Voilà. Bon, je vais dans cette intervention. Il m'intéresse d'examiner comment la littérature mobilise les similitudes partagées sur les territoires de l'Amérique du Sud situés au nord de l'équateur, notamment les pays qui composent la région des Guyanes, c'est-à-dire Guyane, Suriname et Brésil. Mon point de départ est la compréhension que les similitudes entre ces pays se manifestent dans la production littéraire, indépendamment du degré de conscience des auteurs à ces sujets ou de leur désir d'engager un dialogue littéraire transnational ou transfrontalier. En ce sens, il est possible d'affirmer que nous trouvons dans les œuvres de la Guyane française et du Suriname des échos de l'histoire du Brésil, ainsi que nous partageons l'aspiration à une réparation des silences imposés à nos origines. Pour cela, je propose de présenter 3 œuvres littéraires emblématiques. Et je vous promets que ça, c'est là très rapide, la présentation, d'accord? Donc, c'est d'abord la nouvelle Bois d'ébène de l'écrivaine guyanaise Marie-Georges Thébiat, les romans historiques Tutuba, The Girl from the Slave Ship Leusden, qui c'est une traduction La fille qui était au navire négrier Leusden, de l'écrivaine surinamaise Cynthia McLeod, et enfin un poème de l'écrivaine d'Amapá Negra Áurea. 3 œuvres distinctes, 3 genres littéraires différents, 3 écrivaines singulières, mais en thème qui lie les voyages de l'Afrique dans les cales d'un navire négrier. Bon, je vais commencer donc avec Bois d'ébène. Et Bois d'ébène, c'est une nouvelle qui c'est la première nouvelle qui est dans Bois d'ébène et autres nouvelles des Guyanes, de Marie-Georges Thébiat, donc, qui était parue en 2010, l'œuvre. Et la nouvelle raconte le voyage de Cléa et sa grand-mère Germaine au Sénégal pour visiter l'île des Gorées. La nouvelle est structurée en 3 parties, chacune caractérisée par un type de narration distincte. Mais pour des raisons de temps, je ne pourrais pas les décrire en détail, les 3 parties, non? Mais j'aimerais attirer votre attention sur la dernière partie qui évoque la rencontre de Cléa dans une sorte de demi-sommeil avec son ancêtre, déjà morte, bien sûr. C'était son arrière-grand-mère, qui s'appelait Inaya. Donc, Inaya raconte les horaires du trajet à bord du navire négrier. Inaya, à l'instar d'une griotte africaine, prend en charge le récit. La narration, qui avant, première et deuxième partie,
avait en narrateur une troisième personne, cède la narration maintenant, dans cette troisième partie, à une première personne qui oscille cependant entre le singulier et le pluriel pour relater au nom de sa famille l'enlèvement et le voyage à bord du navire négrier après avoir été échangé contre 67 pièces de tissu, 3 fusils, 5 barils de poudre, 5 barres de fer, 8 chapeaux, quelques couteaux et quelques indigènes. Bon, ici, il y a une petite partie du roman juste pour que vous puissiez savoir la beauté de l'écriture de Marie-Georges Thébia. Et donc, voilà, je voudrais attirer l'attention que c'est une narration dans une première personne, mais au pluriel. Et ça, c'est très intéressant à mon avis. Bon, voilà. Le désespoir et les sentiments d'abandon s'mirent à nous ronger le cœur et le corps. Nous étions repoussantes, vivant dans nos excréments depuis des mois. Les rebuts de l'humanité dans la fange, justifiant ceux que l'on ne manquait pas d'affirmer, que nous étions des animaux, pire des objets. Cette promiscuité difficile à vivre, malgré tout, nous renforçait, nous nous sentions unis à jamais. Sans en parler, naturellement, nous avions décidé que nous serions le seul survivant à pouvoir raconter cette histoire. Et bon, pour la deuxième écrivaine, je voudrais vous introduire à Cynthia McLeod et parler un peu de ce qui était l'Eusden. Bon, l'Eusden était un navire négrier appartenant à la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Lord Balai, qui était un chercheur très connu sur Suriname, il a écrit un livre juste sur l'Eusden et ce qui s'est passé avec ce navire. Bon, donc selon Leo Balai, le navire a effectué 10 voyages entre 1719 et 1738, au cours desquels il a transporté 6564 personnes kidnappées sur le sol africain pour être asservies au Suriname. De ces nombres, 1639 n'ont pas survécu à la traversée et 102 autres personnes sont mortes dans les entrepôts d'esclaves avant d'être vendues. Bon, ce sont deux facteurs qui déterminent la réputation de l'Eusden. D'abord, donc premièrement, il fut le plus grand navire négrier au service de la métropole néerlandaise. Et deuxièmement, son naufrage a entraîné la plus grande perte de vie humaine lors d'un transport de ce type. Le dernier voyage du l'Eusden a eu lieu le 19 novembre 1737. Il partait d'Elmina, aujourd'hui situé au Ghana. Il transportait 700 esclaves lorsque 7 semaines plus tard, donc le 1er janvier 1738, il a fait naufrage à l'embouchure du fleuve Maroni près des côtes du Suriname. Donc, au moment du désastre, 640 esclaves étaient vivants et se trouvaient dans les dépendances suivantes. Donc, dans la cale, il y avait 664 hommes et femmes, tandis que 16 captifs étaient maintenus dans un autre compartiment. Sur ordre du capitaine, ces derniers 16 esclaves ont été sauvés de la noyade. Et en plus de 16 esclaves, tous les membres de l'équipage sont restés en vie aussi. D'accord?
Bon, jusqu'ici, je suivre ce que Monsieur Léo Balay a écrit sur le naufrage dans cette œuvre, Slave Ship Leeuwarden, A Story of Mutiny, Shipwreck and Murder. Donc, il est possible de chercher cette œuvre sur l'Internet très facilement. D'accord? Bon, pour les romans de Cynthia McLeod, Tutuba. Donc, qui est Tutuba? Tutuba, c'était une personnage, donc elle est fictionnelle, et elle était une de 16 personnes qui étaient dans ce compartiment, dans cette autre dépendance. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, les 16? Parce qu'il y avait d'hommes et de femmes, ils étaient séparés parce qu'ils servaient d'esclaves sexuels. Et bon, Toutoub, le roman historique, s'appuie sur les études de Léo Balay. Par conséquent, l'ordre des événements narratifs est présenté selon la séquence des faits décrits dans les livres du chercheur. Il s'agit d'un roman historique écrit par Cynthia McLeod qui raconte le naufrage du navire à partir de deux perspectives fictionnelles. Celle de la jeune Tutuba, enlevée à la veille de son mariage, et celle du capitaine du navire. Les chapitres alternent entre les personnages. 6 d'entre eux étant narrés à la troisième personne avec une focalisation interne sur Tutuba et 5 chapitres également narrés à la troisième personne mais focalisés sur les capitaines Auges, aussi fictionnalisés. Les extraits suivants présentent le moment de la noyade des esclaves dans la cale du navire du point de vue de ce personnage, Tutuba et le capitaine. Donc, les mots ici en gras sont les miens. D'accord? Le capitaine, lui aussi. Je vais lire juste pour la question du temps, je vais lire juste ce qui est en gras. Donc, pour la perspective du capitaine, un voyage si bon et si sûr. Et maintenant, toute sa cargaison perdue. Aura-t-il dû agir différemment? Aurait-il dû les sauver? Mais comment? S'il les avait laissés sortir de la cale, qu'aurait-il pu se passer? Aurait-il tué l'équipage? Donc voilà, c'est la perspective d'un bon voyage et la cargaison, non? Ça se passe avec la cargaison. Et après, à partir de la perspective de Tutuba, qui ne comprennent rien de ce qui se passe, pardon, oui, voilà, la traduction. Elle se demande, mais pourquoi Tutuba voulait demander? Un garçon qui était avec elle lui disait, les Blancs, ces misérables bêtes. Tutuba ne pouvait pas tout comprendre. Comment tous ces gens pouvaient-ils être morts? Ok, donc si le voyage était bon et sûr pour le capitaine, on voit bien que sur la perspective de Tutuba, sur sa focalisation, elle ne comprenait clairement que c'est une tragédie. Et pour finaliser la troisième écrivaine, je vous présente Negra Aurea. Ok, bon, Negra Aurea a écrit, elle s'appelle Maria Aurea dos Santos do Espírito Santo. Elle est une poète d'Amapá, plus connue comme Negra Aurea. Elle a publié son poème que je vais partager avec vous, qui s'appelle Saga dos Negros, a Saga dos Negros, la saga des Noirs, non? Qui était publié sur le blog Recanto das Letras. Donc, le poème a été écrit le 10 décembre 2017, posté le 18 février 2018
réédité le 1er janvier 2021 et le poème aborde directement la thématique du navire négrier. De nouveau, les mots ingrats sont le mien. Donc, 52 vers rythmés composent a saga dos negros. Bien qu'il n'y a pas de division strophique, il est possible de décomposer les poèmes en 3 parties distinctes. La première partie, qui s'étend du début du poème jusqu'au 20e vers, relate des horaires du voyage dans les cales des navires. Coups de fouet, cris et morts, légions d'hommes et de femmes livrés à leur propre sort, le claquement des fouets, etc. D'accord? La deuxième partie de poème couvre le vers 21 à 32 et raconte la vie dans les plantations sous le régime esclaviste. Et voilà, en arrivant au Brésil, des temps difficiles. Après, enfin, la troisième partie, du 33e vers jusqu'à la fin du poème, aborde l'héritage des luttes de résistance dans la construction du Brésil. À partir de là, la résistance s'est mariée avec l'art et la science. Et des Noirs révolutionnaires ont constitué de nouveaux scénarios en politique, art, religion, économie, santé et éducation. Bon, c'est sur la résistance que je vais parler et connecter les 3 œuvres. La mère est à la fois témoin et victime des innombrables rejets des corps noirs, de l'effacement de leurs histoires individuelles, de leurs affections, de leur mémoire, de leurs désirs et de leurs craintes. Dans les pratiques religieuses d'origine africaine au Brésil, la mère est également appelée Kalunga, mais Kalunga grande, grand Kalunga. L'expression provient du mot bantou Kalunga qui signifie, selon Lívia Santana Vaz, espace creux ou dans un sens associé au deuil, vide à l'intérieur. Pardon, ici, Kalunga, adjectif, nom commun, etc. D'accord? Ici, je voudrais lire, mais je ne sais pas que je ne peux pas lire parce que il y a des choses qui ne me permettent pas à lire. Ou pardon. Bon, et voilà, c'est juste pour justifier. Eu não consigo ler porque tem uma tarja preta bem na frente aqui, com áudio, vídeo. Mais... Donc, je On vais... pourra les lire. Ah, Alors, s'il vous voilà. plaît. Oui, 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 s'il vous plaît. Juste ce qui est en gras. Je les lis alors. Embarqué sur un navire négré équivalait à être englouti par la mer sans fin. Ce grand cimetière marin qui fut nommé Kalunga Grande par les familles africaines qui voyaient leurs proches partir. Jusqu'à aujourd'hui, dans les récits désenchantés des vieilles âmes qui habitent Arwad et qui portent inscrites dans leur esprit, autrefois dénuées de valeurs humaines, des expériences, des souvenirs des navires négrés et de la terre-vie qui se perdait à l'horizon. L'océan Atlantique est appelé Kalunga Grande en raison de l'innombrable quantité de corps noirs qui reposent. Merci, merci. Bon, nous savons, selon Glissant, lors de la traversée des navires négriers chargés d'agonie, de maladies, de malnutrition, de viols et de vies suspendues, le ventre de la barque est l'inconnu qui plonge l'humanité dans un monde de tourments et d'absence. Et nous savons aussi que si la traversée de l'Afrique vers l'Amérique et les Caraïbes s'effectuait sur des navires surchargés de personnes forcées à une conjoncture d'exploitation, il est important de noter que, pour le penseur martiniquais, ces mêmes personnes apportaient également de leur continent un riche héritage culturel, historique,
social, linguistique et religieux. Ainsi, imprégnées de ces anciennes expériences et savoirs, elles ont composé à partir de ceux qu'elles ont trouvés et des personnes qu'elles ont rencontrées sur la nouvelle terre où elles débarquaient, des épistémologies insoumises jusqu'alors inconnues. Dans la littérature contemporaine de la Guyane, du Suriname et du Brésil, la persistance de l'image des navires négriers atteste des similitudes entre ces territoires. Bien que la délimitation du corpus de cette intervention ait été guidée par la production littéraire de l'extrême nord de l'Amérique du Sud, la maternité terrifiante du ventre des embarcations esclavagistes ne se limite cependant ni à ces territoires ni à ces œuvres littéraires. Sur toute l'étendue du continent, une profusion d'œuvres thématise la traversée de l'océan Atlantique. Je vais finir mon intervention en soulignant la portée de ce thème de la mer Kalunga Grande, ce élément qui nous unit par l'ancestralité. Et pour cela, je vais partager une prière issue de religions afro-brésiliennes, Umbanda et Candomblé, qui aborde également les thèmes que nous avons explorés ici. Les prières, le brésilien, nous appelons ponto. C'est la même chose que point. Donc, ce sont les prières. Elles sont chantées et accompagnées par les sons de la tabac, un tambour. Et donc, nous avons cette prière et la traduction. En enfer, il y a aussi des vagues. En enfer, il y a aussi la mer. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et votre patience. C'est ça, merci.